nous allons discuter ce soir de la fratrie, comment aider chaque enfant à trouver sa place. Un mot sur moi, je suis psychologue donc clinicienne, j'ai travaillé pendant très très longtemps avec des enfants malades et avec des adultes souffrant des troubles psychiques. Aujourd'hui, je suis en cabinet libéral où je reçois des patients adultes qui me parlent de leur fratrie et des enfants qui ont des problèmes avec leurs frères et sœurs. Donc, comment trouver sa place? Parmi ces patients, une jeune femme de 34 ans qui a une petite sœur et 2 demi-frères me racontait sa soirée de Noël en famille. La famille bavardait, trinquait, rigolait, se lâchait, pendant qu'elle, regardant tout ce monde autour d'elle, qui semblait si concentré sur le moment présent, se disait dans sa tête « Oh là là, ma sœur tchatche, mon frère rigole, mon petit frère fait le clown et moi je ne fais rien. Suis-je vraiment à ma place parmi tous ces gens ?» Trouver sa place et la garder tout le long de la vie, voici une question universelle qui traverse les continents et les cultures. Mais que signifie vraiment trouver sa place? Quand on interroge les gens, vous avez tous probablement entendu des gens qui vous disent « je ne suis pas à ma place, je ne suis pas légitime, je veux trouver ma place, où est ma place ?» Enfin, cette question de place vraiment revient très souvent. Et quand on demande à ces personnes « mais qu'est-ce que vous entendez exactement par cette notion de place ?» Voilà ce qu'ils vous expliquent. Lorsqu'on ne se sent pas à sa place, ils décrivent d'avoir un sentiment pénible d'inconfort et de gêne, comme si on ne répondait pas à ce que l'on attend de nous. Ma patiente vous dirait, on attendait de moi que je rigole et que je tchatche, mais je n'arrivais pas à le faire. Ensuite, cet inconfort se double d'un sentiment de décalage, où l'on perçoit une différence avec les autres, décalage qui est toujours en notre défaveur. Les autres savent mieux, arrivent mieux, font mieux, donc nous on est nuls. Ensuite, le sentiment d'inconfort s'accroît et se transforme en ressentiment vis-à-vis de toutes ces personnes qui n'adressent pas la parole, qui ne se rendent pas compte qu'on ne se sent pas à l'aise et avec le sentiment qu'on ne s'intéresse véritablement pas à nous. Ma patiente dirait « mais personne ne m'a adressé la parole, ça veut dire que je compte pour personne ». Pour ensuite nous sentir envahis de tristesse et de regret parce qu'on ne vit pas comme tout le monde le plaisir du moment présent et le plaisir du partage. Tout ce que je vous décris, c'est lorsqu'on ne se sent pas à sa place. Et si on met tout cela ensemble, où est-ce qu'on arrive? Eh bien, on arrive forcément à la notion de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi et de connaissance de soi. Qui suis-je? Au moment où on peut répondre à cette question, la place qu'on peut prendre est pratiquement trouvée. Alors, trouver sa place, qu'est-ce que ça implique? De notre côté, de ceux qui veulent la place qu'ils veulent, avoir une bonne connaissance de soi-même, de ses points faibles et de ses points forts, de les accepter tels quels parce qu'ils nous guident dans la vie et nous évitent de prendre des décisions intempestives ou de se mettre dans des situations inextricables d'accepter ce que l'on est pour vivre en paix avec soi-même, avec ses valeurs et profiter du moment présent, et de s'affirmer suffisamment pour prendre la place qu'on veut avoir dans la vie et dans la famille, parce que ce n'est pas sûr qu'on nous la donne aussi facilement. Ce qu'on attend pour trouver cette place de l'environnement, c'est tout simplement qu'il nous accepte tel qu'on est, sans nous enfermer dans des rôles qui ne nous conviennent pas, ou nous diriger vers des parcours qui vont à l'encontre de nos aspirations. Donc, après cette introduction, la question qui se pose, comment on va construire une connaissance réaliste de soi, une bonne estime de soi, une identité stable, comment est-ce qu'on construit une personne motivée, équilibrée et heureuse de vivre? Je pense que c'est ce que vous faites tous, et c'est là où la famille rentre en jeu. Cette personne commence à se construire, cette personne équilibrée, heureuse, etc., commence à se construire dans la famille. Et dans la famille se pose la question comment on va aider l'enfant à devenir cette personne en paix avec elle-même. Il y a beaucoup de réponses, mais parmi ces réponses,
c'est celle qui porte sur la relation fraternelle. Si on aide les enfants à traverser les turbulences de la relation fraternelle, alors on leur apprend, on les accompagne et on leur enseigne à surmonter beaucoup des turbulences de la vie. Pourquoi ? Parce que la relation fraternelle n'est pas du tout une relation simple. C'est une relation extrêmement complexe, d'abord parce que c'est la plus longue de la vie d'une personne. Des amis, ils vont, ils viennent, les parents s'en vont, mais les frères et les sœurs restent pratiquement jusqu'au bout. C'est donc une des relations les plus longues, la plus longue relation que l'on connaît dans la vie. Et deuxièmement, c'est une relation imposée. Personne, à date, ne choisit ses frères et des sœurs. Donc, la contrainte, la longueur, les turbulences et plein de choses qui se passent dans la famille, le relationnel, les émotions, tout ça, ça fait partie de la relation fraternelle. Et quand on aide un enfant à pas à la traverser, à la construire, alors on est sûr de lui avoir donné les armes pour devenir cette personne heureuse et équilibrée. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que c'est une fratrie ? Eh bien, c'est une communauté unique. Toute fratrie est différente par sa taille, par le nombre d'enfants, par la distribution des genres dans la famille, par les pratiques éducatives. Donc on ne peut pas comparer des fratries entre elles. Chacun a son caractère et sa singularité. La fratrie est aussi un énorme système relationnel où le sentiment qui domine est l'ambivalence. Alors, qu'est-ce que c'est l'ambivalence ? C'est-à-dire de ressentir à la fois des éléments positifs et négatifs vis-à-vis d'une même personne. Peut-être l'avez-vous déjà constaté, mais les frères et les sœurs s'aiment et se détestent, agissent mutuellement comme des soutiens ou de terribles critiques, sont des juges sévères les uns pour les autres, ou des compagnons de traverser des moments très difficiles. Donc vous voyez que la relation est très complexe, l'ambivalence domine dans les meilleures fratries du monde. Donc c'est vraiment une de ses caractéristiques. Et puis, c'est tout de même un terreau pour les racines de l'individu, parce que c'est une communauté qui se construit à partir de valeurs communes, à partir de conceptions de la vie commune et à partir à partir d'une éducation commune. Alors, comment vont les enfants se construire d'une fratrie? Comment vont-ils se construire? On décrit à peu près 3 modèles qu'on voit dans la vie. Le premier serait celui de la ressemblance ou de l'identification. Les frères et sœurs s'entendent extrêmement bien et ils veulent ressembler l'un à l'autre. Ils ont les mêmes goûts, ils aiment les mêmes choses. Donc, il y a vraiment cette notion de on est pareil, il y a une communauté entre nous, on s'entend à merveille et on est pratiquement semblables. Je te regarde, tu es mon frère ou ma sœur, je te regarde et c'est moi que je vois. Et on se construit à partir de cette ressemblance qui existe entre nous. Le deuxième modèle, enfin la deuxième typologie, c'est celle de la dissemblance, de la différence. Surtout ne pas ressembler à mon frère ou à ma sœur. Et dans ce cas, il y a vraiment une distance énorme qui va s'installer. L'enfant va se construire contre, d'une certaine façon. Je ne dis pas contre dans le sens belliqueux du terme, mais il va se construire, on m'a dit qu'il faut que je reste dans la lumière, il va se construire pour ne pas ressembler à son frère ou à sa sœur, pour trouver son identité propre, pour trouver son unicité. Tous les enfants, ça c'est un fondamental, c'est que tous les enfants aspirent à être uniques dans les yeux des autres. D'ailleurs, comme tous les êtres humains, donc ce n'est pas que pour les enfants. Le troisième modèle, qui est un peu le plus difficile à supporter pour les parents, est celui de l'indifférence. Les frères et les sœurs sont complètement indifférents. C'est comme si ils étaient des enfants uniques. On voit, ça c'est vrai que c'est plus souvent dans les cabinets de consultation, des frères et sœurs dont on apprend 10 séances après qu'ils ont des frères et des sœurs. Ils font comme s'ils étaient des enfants uniques et comme la fratrie n'existait pas. C'est extrêmement douloureux pour les parents, vous comprenez pourquoi, parce que tous les parents aspirent
à vivre dans l'harmonie et à créer ce terreau où les racines s'installent et durent. En fait, dans ce modèle, la relation fraternelle ne se construit jamais. Et parfois, il n'y a vraiment rien à faire. Mais ce sont des situations quand même assez rares et assez, on va dire, divergentes de ce qu'on observe globalement. Les frères et sœurs vont bien entendu subir non, mais vont être influencés par les pratiques éducatives. Et attention, les parents ont ici un rôle important. Pratiquement tous les parents ont des frères et sœurs et souvent, en fonction de ce qu'ils ont vécu dans la fratrie, ils souhaitent soit reproduire la même chose avec leurs enfants. Moi, je viens d'une fratrie, c'était génial, on s'adorait, donc j'aimerais que mes enfants fassent pareil et qu'ils s'adorent et ils s'aiment et je vais œuvrer pour qu'ils arrivent à cela. Soit au contraire, je viens d'une fratrie où c'était très difficile, où il régnait l'indifférence, la critique, l'agressivité et donc en tant que parent, je vais tout faire pour que mes enfants dans la fratrie ne vivent pas cette situation. Donc vous voyez que c'est un peu en miroir, on se construit avec, on se construit contre. Ok, jusque-là c'est bon? Mais est-ce que la fratrie, ça sert à quelque chose, à part se disputer de temps en temps et fatiguer les parents? Oui ou non? Bon, la réponse est oui, elle sert quand même à quelque chose, parce que c'est au même titre que les parents contribuent à la construction de la personne, les frères et sœurs contribuent également et d'une manière presque parfois plus importante que les parents à la construction de la personne. Et construire une personne, c'est tout ce que je vous ai décrit au début, avoir une identité stable, savoir qui on est, savoir ce qu'on aime, bref, être affirmé, heureux, avoir confiance en soi et profiter du moment présent. Donc, en quoi la fratrie est-elle importante et comment contribue-t-elle à la construction, au devenir de cette personne équilibrée? Eh bien, elle contribue de 3 façons différentes. Elle représente un lien de sécurité. Si vous observez des petits-enfants, c'est relié à la notion de théorie de l'attachement, mais je vais vous expliquer très simplement. Pour grandir, pas que les enfants, tout être humain, dans ses interactions sociales, a besoin de se sentir en sécurité. Si ce n'est pas le cas, la relation ne peut pas se déployer, la confiance ne peut pas s'installer. Donc vraiment, la sécurité, c'est un besoin psychologique fondamental de tout être humain de 0 à 120 ans. Donc, ce besoin de sécurité, comment s'acquiert-elle? Par la réaction de l'environnement. Et les frères et sœurs, lorsqu'ils répondent par la gentillesse, lorsqu'ils répondent par la bienveillance à ce besoin de sécurité, eh bien, ils aident les enfants à se construire. Si vous avez eu l'occasion de... Je pense que parce que c'est des scènes vraiment quotidiennes. À un moment donné, il y a des petits qui sont dans une pièce avec un frère ou une sœur plus grand. La maman s'en va, le petit est un peu inquiet. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Le grand frère je dis le grand frère parce que je pense à une situation, vite fouille quelque part, trouve une tétine, donne au petit et se met à côté de lui. Qu'est-ce qu'il a fait, ce grand frère? Il a œuvré pour la sécurité affective du petit. Donc vraiment, ça se voit dans tous les petits gestes de la vie quotidienne. Ça ne l'empêche pas après de s'asseoir dessus et de lui dire qu'il ne sait rien faire, mais ça, c'est une autre histoire. Donc vraiment, les frères et sœurs représentent une base de sécurité. Et dans les coups durs de la vie, lorsque les parents passent par des turbulences, ont des problèmes vraiment importants qui fait qu'ils se détachent un peu de leurs enfants, c'est vers la fratrie. Enfin, c'est dans la fratrie que ces enfants vont trouver le réconfort et la sécurité. Alors maintenant, à quoi ça sert d'être sécure? Bon, à part d'avoir des relations, eh bien, pour un enfant, lorsqu'il est en sécurité, il a moins peur et donc il peut explorer son environnement, il peut s'ouvrir au monde et il peut affronter l'inconnu.
Donc, les frères et sœurs sont des agents de sécurité affective, sont des agents de socialisation et d'ouverture vers le monde, et en ce sens, eh bien, ils ont un rôle primordial, essentiel dans la construction de la personne. Je pense à une chose, c'est que finalement, jusqu'à il n'y a pas l'intérêt de la fratrie dans la famille est un intérêt assez récent dans la littérature psychologique. Jusqu'à maintenant, on s'intéressait surtout aux parents, et les parents étaient responsables de tout, du bien-être, du mal-être, tout ce qui se passait avec un enfant, en oubliant même son caractère, était lié à ses parents. Maintenant, les psychologues se sont aperçus que les parents ne sont pas responsables de tout, et ça, c'est une excellente nouvelle. Et que l'enfant subit d'autres influences importantes comme celles des frères et sœurs, plus tard de ses pères, autrement dit de ses amis. Après la sécurité, je vous ai parlé de cette notion de socialisation, c'est-à-dire que les interactions qui existent entre les frères et sœurs, surtout si elles sont bienveillantes, vont contribuer à l'exploration et à l'ouverture de l'enfant vers le monde. La troisième fonction est ce qu'on appelle une fonction de suppléance familiale. Je l'ai un peu abordé lorsque les parents, lorsque la famille traverse des événements difficiles et des coups durs. Les frères et les sœurs se réunissent. Lorsqu'ils sont plus grands, ils font même des conseils de fratrie où ils se réconfortent l'un l'autre. Ils comprennent, ils partagent parce qu'ils vivent à peu près la même chose et ils trouvent la force d'aller de l'avant. Donc, cette fonction de suppléance familiale est aussi très importante. Et ça, quel que soit à l'âge adulte, quelles que soient les relations qui existent entre eux, en cas de coup dur, en général, la famille se resserre parce qu'elle représente tout de même les racines de l'identité individuelle. Donc, je vous ai parlé de socialisation, je vous ai parlé de sécurité affective, je vous ai parlé de réconfort. En fait, je vous parle des émotions depuis un certain temps. Et la relation fraternelle est une relation très imbibée, très saturée en éléments émotionnels. Et parmi eux, quelle est l'émotion la plus visible, la plus inquiétante, la plus redoutée? Plus fort? Oui, absolument. C'est la jalousie. Je crois qu'il n'existe pas un enfant dans le monde qui n'a pas été à un moment donné jaloux de son frère ou de sa sœur. La jalousie est une émotion universelle, transculturelle, c'est-à-dire que dans toutes les cultures et même chez les... Non, pardon, j'allais dire une bêtise. Dans toutes les cultures et dans tous les endroits de la planète, des frères et sœurs éprouvent à un moment donné des sentiments jaloux. Alors, qu'est-ce que c'est le sentiment jaloux? Eh bien, c'est un sentiment de panique, de peur, vraiment de panique, à l'idée qu'on peut perdre soit un privilège, soit un être qui a beaucoup d'importance pour soi. Et donc, au moment où on est menacé par cette perte, va se déclencher un signal d'alarme qui est la jalousie et qui va nous faire réagir, qui va nous dire « Attention, fais quelque chose, sinon tu es en train de perdre ce qui te tient à cœur et ce qui représente des choses importantes pour toi. » Mais à qui s'adresse cette jalousie? De quoi l'enfant a-t-il peur? Eh bien, la jalousie s'adresse surtout aux parents. L'enfant a peur de perdre son statut de petit prince, roi, etc. L'enfant a aussi peur de perdre les privilèges qu'il avait lorsqu'il était enfant unique ou lorsqu'il était petit frère, parce qu'il y a toujours des privilèges qui se perdent. Lorsqu'on est aîné, l'arrivée d'un petit fait perdre le privilège de l'unicité. Lorsqu'on est le deuxième et qu'arrive un troisième, on perd le privilège du petit dernier, ainsi de suite. Donc à tous les moments de la configuration ou de la reconfiguration de la géométrie familiale, les enfants qui vont avoir des frères et sœurs ont des choses à perdre.
La jalousie ne s'installe pas tout de suite. D'abord, vous savez, on parle souvent de l'enfant imaginaire des parents. Lorsqu'on attend un enfant, on s'imagine qu'il sera avocat, docteur ou président de la République. Donc, on a tous une vision de l'enfant qu'on aurait aimé avoir, mais surtout de l'enfant qu'on se sent capable d'élever. Donc, c'est cette vision idéalisée d'un enfant avec lequel on va faire ci, on va faire ça, et on se projette en tant que parent dans ce rôle, finalement, d'accompagnateur, dans une harmonie digne des meilleures comédies romantiques de Noël. Mais quand la réalité arrive, eh ben, plus personne ne sait ce qui va se passer et les choses se passent habituellement différemment. Pour l'enfant, c'est la même chose. Quand on lui annonce qu'il va avoir un frère ou une sœur, d'abord, il se fait aussi une idée dans sa tête et il se dit, ah chic, je vais avoir un petit compagnon de jeu. D'ailleurs, il se positionne assez vite. Je vais lui apprendre à manger des bonbons, je vais faire des bêtises avec lui. Donc, dans la tête de l'enfant, évidemment, ça dépend de l'âge, mais dans la tête de l'enfant va se dessiner le portrait qui lui ressemble à peu près, mais aussi va se dessiner le rôle que lui, il va avoir par rapport à ce petit frère ou petite sœur. Et quand le petit frère, la petite sœur arrive, c'est comme pour les parents, rien n'est plus comme on s'était l'imaginé et tout est à refaire parce que la réalité est toujours très différente. Donc au début, l'enfant est plutôt intéressé par ce qui pourrait se passer avec ce frère et cette sœur, mais au fur et à mesure que le bébé crie, que les parents sont happés par lui, qu'il faut le soigner, qu'il faut lui donner à manger à heure fixe, eh ben, l'enfant se sent délaissé. Ça se passe dans sa tête. C'est pas que c'est comme ça que ça se passe. Il a l'impression d'être délaissé au profit d'un intrus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la littérature. Et il ressent cette panique à l'idée, mais pourquoi ils ont fait un autre enfant? Parfois, vous savez, en consultation, les enfants disent, non, mais mes parents ont fait un enfant parce que moi, je n'étais pas assez bien. Donc, il peut se faire dans la tête toute une série d'idées qui vont lui faire ressentir, encore une fois, ce sentiment jaloux, ce sentiment de panique. La jalousie est donc pas immédiate, ce qui fait dire aux parents que non, mais il s'entend très bien, il est très doux, il est très affectueux, il lui fait des bisous, c'est une entente parfaite. Et c'est certainement comme ça. Mais au fur et à mesure que le deuxième enfant ou le troisième enfant grandit, il aura d'autres exigences et le petit, le grand va obligatoirement à un moment donné éprouver un sentiment de jalousie d'intensité plus ou moins forte. L'intensité de la jalousie dépend de ce qui se passe, bien entendu, dans la famille, de l'âge qu'a l'enfant lorsqu'il a un frère ou une sœur, et surtout de l'écart d'âge qui existe entre les frères et sœurs. Plus l'écart est grand, moins les sentiments jaloux se manifestent. Mais ces sentiments de jalousie peuvent durer toute la vie. J'ai été très frappée un jour en allant en vacances dans un coin en France. Je discutais avec les gens qui nous avaient accueillis, qui avaient 3 garçons, on va dire qu'ils s'appelaient Pierre, Paul et Jacques. Pierre étant le deuxième entre Paul l'aîné et Jacques le deuxième. Et on papotait de choses et d'autres. Et à un moment donné, je ne sais pas comment on est arrivé à se demander qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir dans sa vie ou qu'est-ce qu'on aimerait d'extraordinaire dans sa vie. Et le petit Pierre, donc qui était entre Paul et Jacques, a dit « Ah, moi, ce que j'aurais adoré, c'est de m'appeler Paul. » C'est-à-dire de s'appeler comme l'aîné. Et d'une certaine façon, être à la place de l'aîné. Enfin, ça, je ne lui ai pas dit parce que je n'étais pas en service, mais disons que ça m'a frappé de voir comment ça a résisté tout le long de ces années. C'était des gens adultes d'une 35-40 ans. Et dans la fratrie, tout le monde jalouse tout le monde. L'aîné jalouse le second ou le troisième. Le petit, le cadet jalouse l'aîné parce qu'il a des privilèges qu'il n'a pas. Donc, ce n'est pas juste descendants, les grands qui jalousent les petits jalousent aussi les grands. D'ailleurs, en tant que parent, tout le monde entend « Oui, mais pourquoi lui il a droit à ça et moi pas? Pourquoi lui il fait ou elle fait et pas moi ?» En fait, ce sont des représentations de
la jalousie. Alors, comment elle se manifeste, cette jalousie? Et tout ce que je vais vous raconter, vous allez le reconnaître parce que je pense qu'on l'a tous vécu. Entre 4 et 6 ans à peu près, la jalousie s'exerce par une tentative de contrôle de l'aîné sur le second, c'est-à-dire il surveille tout, s'assoit dessus, se jette pour lui faire des bisous, mais en fait il le pince. Parfois il y a même des mots très forts pour les parents qui disent « Ah mais je suis avec papy et mamie et quand je vais retourner chez moi, peut-être que mon frère est mort. » Vous vous rendez compte comme c'est fort? Et quand papy, mais pourquoi est-ce qu'il mourrait? Non mais c'est parce que peut-être qu'il est mort. Donc, c'est quand même fort de l'entendre lorsqu'on est parent, mais ça dénote de l'espoir, même pas secret, de voir encore une fois cet intrus disparaître. Après, on va retourner le bébé à l'hôpital, on va jeter le bébé dans le bain. Enfin, tout ça, c'est des phrases que pratiquement tous les enfants petits disent. Lorsqu'ils sont vraiment très très petits, c'est pas tellement ce contrôle parce qu'ils n'ont pas la capacité de verbaliser autant, mais c'est surtout des demandes excessives. À 2 ans, à 3 ans, si un petit frère ou une petite sœur arrive, juste au moment où on doit s'occuper du petit, l'aîné a des besoins urgents. Il doit lire des histoires, il doit aller faire pipi, il faut qu'il mange absolument, que sa maman lui prépare à manger. Donc en fait, c'est une forme d'attirer l'attention de la maman sur lui pour, vous reconnaissez le même schéma, c'est-à-dire pour la laisser délaisser l'intrus. L'intrus, je le dis avec beaucoup de tendresse, hein, c'est pas un mot, disons qu'il est vécu comme ça par les enfants. Un peu plus tard, les enfants, vers 5-6 ans, ils utilisent entre guillemets la séduction. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se montrer parfaits par rapport à leurs frères et sœurs pour se faire bien voir des parents. Mais n'oubliez pas, oui, je m'occupe de lui, je lui caresse les mains, je lui apporte le biberon, je prépare le bavoir, enfin, je fais tout bien. En même temps, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il se fait bien voir par ses parents et donc regagne un peu le statut perdu, mais d'une manière un peu dissimulée, ça lui permet après d'exercer quelques pincements ou quelques brusqueries sur le frère et sœur, sur le frère ou la sœur, pour décharger un peu son ambivalence. Toujours, on est dans les 5-6 ans, certains enfants ont une manière beaucoup plus raffinée et assez culpabilisante pour les parents, toujours dans la notion de séduction, c'est de montrer beaucoup d'intérêt à un autre membre de la famille. Ah, mamie, tu es la plus belle, je t'aime, je t'adore. Ah non, maman, moi, je ne veux pas te voir. Vous avez compris ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'ils attirent l'attention des parents autrement en les faisant un peu culpabiliser. Tout ça, c'est inconscient. Hein. N'imaginez pas qu'ils ont des intentions néfastes vis-à-vis des parents ou qu'ils préméditent. Ça vient complètement naturellement. Et je me suis déconcentrée un instant. Et de cette façon-là, donc par cette séduction, ils essayent d'attirer l'attention de leurs parents tout en leur laissant comprendre que si vous ne vous occupez pas de moi, je peux me détacher de vous et j'ai des personnes qui sont capables de me donner plus que vous ne le faites. Vous avez compris la culpabilité. Il ne faut pas tomber dans les pièges. Les enfants savent nous piéger terriblement. Bon, ça va se calmer. Ça va se calmer vers l'âge de 6-10 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enfant va se tourner vers ses pairs. Il rentre dans une période où la socialisation est très importante, où les amis sont très importants, mais à ce moment-là, il y a une autre forme de jalousie qui apparaît, encore une fois très très raffinée et sophistiquée, lorsque l'enfant plus grand, d'accord, va détourner les amis du plus petit
à son profit. C'est-à-dire que tout en se montrant très ouvert, intéressé, lorsqu'il fait la connaissance des amis du petit, il va se débrouiller pour les détourner et faire payer donc au second le fait qu'il est là. Tout ce que je vous raconte est vraiment extrêmement normal. J'imagine que vous avez tous vécu des situations comme celle-ci. Et si vous ne l'avez pas vécu, vous allez le vivre. Donc, parce que ce sont vraiment des mouvements extrêmement normaux et d'une certaine façon, ça a beaucoup d'importance et c'est plutôt positif pour la construction de l'identité parce que ça veut dire qu'on va être obligé, et ça le rôle des parents est très important, on va être obligé de canaliser cette jalousie pour qu'elle ne devienne pas destructrice, pour qu'elle ne devienne pas agressive. Et si on arrive à canaliser cette émotion, eh ben, on arrive à contrôler plein d'autres émotions. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour tout ça? Est-ce que ce sont des questions que vous vous posez? Oui ou non? Bon. Eh bien, il y a une première réponse qui est basée sur tout ce que je viens de vous dire, parce que c'est normal. Tout cela doit être dédramatisé. Ce sont des situations normales qui arrivent dans toutes les familles, qui arrivent dans toutes les familles à travers la planète. Donc, ce n'est pas l'expression d'un mal-être de l'enfant, ce n'est pas l'expression d'une souffrance profonde que nous, parents, on n'est pas capables de combler. Donc, dédramatiser les choses, et comme on connaît nos enfants, on peut se rendre compte de ce qui est juste une manifestation normale ou d'une souffrance réelle. C'est vrai que certains enfants, ils mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage et font parfois, et laissent penser à leurs parents qu'ils sont dans une souffrance terrible. Attention, ça peut être un piège, ça peut être une vraie souffrance, mais ça peut être un piège. De quelle façon? De sorte parce que les parents, se sentant coupables de détourner leur attention de l'enfant, etc., risquent de réagir avec beaucoup plus de chaleur, de présence, d'intérêt, etc., et donc entretiennent indirectement la jalousie. C'est clair ce que je vous raconte? Donc, si on dramatise, oui ou non? Ok. Si on dramatise, oh là là, mon pauvre, comme il est souffrant, il souffre, c'est terrible, donc donne-lui encore plus et encore plus et encore plus, ça ne va jamais s'arrêter et ce n'est pas une façon d'aider l'enfant à contrôler ses émotions. La dédramatisation est vraiment une très bonne stratégie. La punition ne marche jamais, au contraire, ça entretient le sentiment. Lui dire t'as pas à être jaloux parce que ta maman t'aime et ton papa t'aime, ça ne marche pas. On peut le dire parce que c'est bien à l'entendre, mais je pense que de toute façon l'enfant ne va pas nous croire parce que dans sa tête c'est l'autre qui a toujours plus, c'est comme ça. Être égal, ça veut dire l'autre a plus que moi. C'est un fait, mais dédramatiser, reconnaître que c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de recette miracle, mais en général, la notion de dédramatisation est vraiment très importante. Écouter l'enfant, nommer les émotions, oui, tu es en colère parce que ton frère, tu as l'impression que je m'occupe plus de ton frère. Je m'occupe de ton frère, je m'occupe de toi. Vous voyez, c'est extrêmement descriptif, c'est comme ça, et je t'aime beaucoup, et c'est tout. Attention à ne pas introduire des termes de comparaison, mais je vais revenir là-dessus. Parfois, on peut même discuter selon l'âge de l'enfant et son niveau du développement, on peut discuter avec lui, mais toi, tu aimerais, si tu étais à la place de ton frère ou de ta sœur, tu aimerais qu'on te parle comme ça, vous voyez? C'est-à-dire, on travaille là un peu la notion de, non pas d'empathie, mais de comprendre les émotions des autres. Et on essaie d'aider l'enfant, encore une fois, à réguler, à tempérer ce ressenti jaloux. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on retourne à ce que je vous ai raconté au tout début,
à cette notion d'estime de soi, à cette notion de méconnaissance de soi, et on n'est pas sûr qu'on a œuvré pour la personne équilibrée, heureuse de vivre dans le moment présent, etc. Si la dédramatisation, l'écoute, la discussion, la mise ne fonctionne pas, après, c'est la règle, c'est comme ça. Dans chaque famille, il y a des frères et sœurs. En fait, c'est le cadre. Ne croyez pas qu'il s'agit de règles très strictes. Chaque famille a des frères et des sœurs. On les aime, on les respecte. Tu peux être jaloux, mais tu le respectes, tu lui fais pas de mal, etc. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a une forme de graduation dans l'action des parents. Si vraiment ça ne marche pas, il existe la possibilité pour les parents d'aider l'enfant à nouer des liens extérieurs à la famille, c'est-à-dire avec les amis. Les pères sont très importants, les amis sont très importants et dès un très jeune âge, donc lui ouvrir les portes vers d'autres types de relations pour qu'il ne s'enferme pas dans cette relation difficile, ambivalente, agressive, frustrante avec ses frères ou ses sœurs. Bon. Donc ça, c'était par rapport à la jalousie. La jalousie, c'est donc la notion de perte. Je vais perdre quelque chose qui est important et c'est une émotion extrêmement pénible. On est d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant comment est-ce que cet enfant, qu'est-ce que l'enfant va faire avec cette jalousie? Je vous ai donné quelques exemples, mais même si elle est bien canalisée, parfois elle peut se transformer dans ce qu'on appelle la rivalité fraternelle, ce qui n'est pas exactement la même chose. J'insiste sur le fait que la jalousie est une émotion, la rivalité est un comportement. C'est-à-dire, dans la rivalité, les enfants se battent, ils se piquent les jouets, ils se font des crasses, ils rapportent. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un comportement qui découle de ce sentiment de jalousie, mais qui reste, qui a la même fonction, c'est-à-dire je te fais payer parce que tu m'as volé l'unicité et le privilège d'être unique, mais ça se traduit vraiment par des actes. La jalousie, parfois on ne se rend même pas compte. Lorsque vous avez des enfants matures ou très sociables qui trouvent des exutoires ailleurs, on ne se rend même pas compte qu'ils pourraient être jaloux. Tandis que dans la rivalité, on le voit, c'est un comportement qui va s'exprimer directement. C'est vrai qu'au début, la rivalité peut surprendre. On se dit, oui, bon, c'est la rivalité, on comprend. Mais à la longue, elle peut être extrêmement usante pour les parents qui doivent servir toujours de médiateurs entre les belligérants. Et finalement, c'est une lutte quotidienne pour tout, pour les privilèges, pour les objets, pour le territoire, qui a la meilleure chambre. Une fois, des parents m'ont expliqué qu'il y avait 2 enfants de 2 ans d'écart, 2 garçons, que le soir au dîner, ils veulent avoir exactement le même nombre de frites, c'est-à-dire qu'ils comptent les frites qu'ils ont dans l'assiette, et s'il y a un qui a 8 et l'autre a 9, ça devient un scandale, et l'autre exige absolument d'avoir le même nombre. Donc vous voyez que c'est une lutte pour tout, pour tout, pour tout. Des 2 côtés, avec l'idée que de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, l'autre a plus que moi, et c'est pas bien. Et moi, il faut que j'ai plus que lui. Donc être égal, ça veut dire que je dois avoir plus. Encore une fois, la jalousie est une émotion de peur face à une possible perte. La rivalité fraternelle découle d'un sentiment de frustration et d'un sentiment de colère. L'émotion est différente et elle se traduit donc dans le comportement. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît la rivalité fraternelle ?
d'une manière frontale directe, il s'agit vraiment d'une agressivité frontale directe. Le frère ou la sœur se moque de son frère ou de sa sœur, le dévalorise, il l'appelle des noms épouvantables. Tu es une choucroute, tu es un zizi, vous voyez, c'est quand même très dur. Et puis personne ne t'aime. Et d'ailleurs, tu n'es pas l'enfant de tes parents, tu n'es pas l'enfant de maman et de papa. Donc en permanence, les frères et sœurs sont sous les salves de cette dévalorisation et de ce mépris du grand qui, finalement, qu'est-ce qu'il cherche? Toujours à se mettre en position favorable vis-à-vis de ses parents et garder le contrôle sur la fratrie. C'est-à-dire pouvoir se donner l'illusion que finalement c'est le seul qui compte dans la fratrie. Une autre façon de l'agressivité frontale, c'est un peu ce que je vous ai dit, se disputer pour les objets, son pantalon est mieux que le sien, la peluche est plus grande. Bref, vous avez compris, on se dispute pour tout, territoire, objet, personne, frites, et tout ce qui, finalement, se partage dans une famille. Ça, c'est l'agressivité frontale qui est très facile à repérer. Et parfois, vous savez ce qui se passe? Parfois, dans certaines familles, on voit des enfants qui s'ennuient et qui se mettent en rivalité avec les frères et sœurs, tout simplement parce qu'ils s'ennuient et qu'il leur faut un exutoire. Donc là, on ne discute pas une seconde, une intervention est absolument nécessaire et les belligérants doivent être séparés. Mais la rivalité peut se manifester aussi d'une manière beaucoup plus insidieuse, qui est par encore une fois, soit par la séduction, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais par derrière, je te fais des coups en douce, ou par la peur. Vous avez des enfants, des frères et sœurs qui terrorisent leur fratrie, et une histoire que vraiment j'aime raconter parce qu'elle est très forte. C'est donc une petite, deux sœurs, une qui a 8 ans et l'autre qui a 4 ans. Et la petite de 4 ans, tout se passe bien en famille, tout le monde est extrêmement touché par ces deux jolies petites filles qui racontent des poésies et tout et tout. Et à un moment donné, la petite, on arrive à discuter du fait que la petite a peur d'aller aux toilettes parce qu'elle a peur de trouver des monstres et qu'elle a besoin d'être accompagnée. Les parents expliquent, oui, c'est un peu difficile, à chaque fois il faut aller avec elle, qu'est-ce qu'on va faire? Alors toute la famille se met autour de tout cela et explique à la petite fille de 4 ans que comment faire s'il y a des monstres dans les toilettes. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est pas je te protège moi, toi tu n'as rien à faire, je te donne les armes pour que tu te protèges de monstres. Donc on fait toute une série de jeux, qu'est-ce que tu vas faire? Prends ta peluche, l'éléphant va dire anaille-toi le monstre. On répète plusieurs fois, c'est un jeu très amusant. Pendant ce temps-là, l'aîné était assis sur une chaise et nous regardait un peu avec mépris, drapé dans une dignité absolue. Et puis finalement, au bout de quelques temps, alors vas-y, va aux toilettes, dis-nous s'il y a des monstres, et s'il y a des monstres, qu'est-ce que tu vas faire? Alors la petite fille s'en va, court aux toilettes, plaf, pousse très fort la porte, elle se claque contre le mur, crie « Anaille-toi !» revient, dit j'ai dit en aille-moi, et puis elle y arrive toute seule et tout le monde est attendri. Bravo, 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 tu as réussi à vaincre les monstres. L'aîné s'approche d'elle, il lui dit oui, bravo, mais tu sais que dans les toilettes, il y a aussi des vampires. Donc, vous voyez cette notion de peur. Bien entendu, la petite s'est écroulée en larmes et les parents, enfin, vraiment tout à fait un flop. Mais je vous raconte ça par rapport à cette notion de faire peur avec, par exemple, dans cette histoire absolument vraie que je viens de vous raconter. Alors, parfois, le sentiment peut être tellement fort que l'agressivité est simplement inhibée, l'enfant finalement la retourne contre soi.
pour ne pas la montrer clairement, il peut la retourner contre soi. Et on le reconnaît parce qu'il change un peu de comportement, il devient plus fermé, il ne parle pas, il est moins verbal. Enfin, il y a un changement dans son comportement. Et maintenant, je vais vous dire que c'est aussi un phénomène extrêmement normal, que tout ce que je viens de vous décrire, vampires y compris, sont des phénomènes normaux qu'on rencontre partout et donc il n'y a pas de quoi se traumatiser par rapport à ça. J'espère que vous avez compris qu'il est très important de garder les limites, c'est-à-dire au-delà d'un certain seuil, on ne peut pas accepter une agressivité trop importante psychologiquement. Pas trop importante, quelle forme d'agressivité physique ou psychologique, mais en tant que parent, on ne se rend pas compte, mais parfois on entretient cette rivalité. C'est complètement inconscient de notre part, c'est absolument pas intentionnel, mais tous, les psychologues y compris, on a parfois des travers qui font que cette rivalité s'entretient. Enfin, il y a toute une liste, mais parmi les éléments les plus importants, c'est les rôles. C'est-à-dire que sans se rendre compte, on enferme l'enfant dans un rôle. Ah non, mais lui, c'est le clown de la famille. Vas-y, raconte-nous ta blague, fais-nous le petit vieux pour qu'on rigole. Et sans se rendre compte, sans nous rendre compte, on met l'enfant dans un certain rôle qu'il va forcément jouer parce qu'il attire l'attention, parce que c'est amusant et parce qu'il y tire des bénéfices. Les rôles sont parfois dans la construction contre. Une patiente adulte me disait « Ma sœur était brillante en tout, elle réussissait tout, elle avait les meilleurs amis, elle était invitée à tous les anniversaires, elle était la meilleure en classe. Et moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis devenue le cancre. » Et donc, sans se rendre compte, les parents, pourquoi tu ne fais pas comme ta sœur? Regarde ta sœur, ce qu'elle a fait, tout en la maintenant, sans se rendre compte dans son rôle de cancre. Et vous pouvez parfois constater quand dans une famille, vous avez le rebelle et le conformiste, vous avez le bourreau et vous avez la victime. Là, disons que j'exagère un peu, mais vous avez celui qui est tout le temps sage et l'autre qui fait que des bêtises. Donc, c'est assez intéressant de voir que sans vouloir, on met les enfants dans des rôles qu'ils vont entretenir et que ces rôles vont entretenir la rivalité fraternelle. Alors, quand je vous ai dit « mais pourquoi tu n'es pas comme ta sœur ou comme ton frère », de quoi je vous parle? Je vous parle de la comparaison. Et la comparaison, c'est la pire ennemie de la confiance en soi. Enfants et adultes qui se comparent à des standards intérieurs ou aux autres, eh ben, ils souffrent toujours parce que, comme je vous ai dit, la comparaison n'est jamais en notre faveur, sauf dans des cas pathologiques, mais là, ça c'est une autre histoire. Donc, les frères et sœurs, de toute façon, se comparent entre eux, confèrent tout ce que je vous ai dit sur la rivalité. Tu as plus, tu as fait ci, tu en as eu, tu vois pourquoi moi. Mais les parents aussi comparent les enfants, et là, je vous parle vraiment d'une manière complètement inconsciente. Tout ce que je vous ai dit est fréquent, non intentionnel et inconscient. Par exemple, et c'est extrêmement insidieux. Si je vous posais la question, est-ce que vous comparez vos enfants, qu'est-ce que vous allez me répondre? Non. Mais si vous réfléchissez un peu plus, vous allez vous rendre compte que sans le vouloir, vraiment sans le vouloir, la comparaison s'impose presque d'elle-même. Par exemple, « Ah, mais toi, tu sais, toi tu es bon en maths, mais ta sœur est mieux en musique. » Qu'est-ce que l'enfant a entendu? Ta sœur est meilleure en musique. Donc, il a retenu l'aspect de la comparaison qui est meilleur. On n'a rien dit de mal. Ce sont des choses complètement descriptives et vraies. Mais l'enfant, parce qu'on met ce petit mot meilleur, il va comprendre qu'il est moins bon que sa sœur et que donc elle est meilleure.
La comparaison s'installe parce que les parents sont à bout. Une patiente me disait « Ah non, mais il m'emmène au nerf ». J'ai beaucoup aimé cette expression, « il m'emmène au nerf », c'est-à-dire il y a comme un parcours comme ça le long des voies nerveuses qui amènent à ce que tous ces nerfs-là se flambent comme un volcan, et là les parents explosent, et là il y a un déversement. « Pourquoi tu traînes? Pourquoi tu fais pas comme ta sœur? Regarde, elle est déjà prête ». Vous avez entendu la comparaison et l'enfant le retient, parfois même le provoque pour vérifier vraiment l'hypothèse de cette comparaison. Les parents comparent parce qu'ils se sentent coupables. Je vous ai parlé au début du fait que les enfants peuvent nous leurrer en nous disant toutes sortes de choses, en nous parlant de leur souffrance à l'arrivée de notre enfant dans la famille. Et le parent culpabilisé va dire « Oh là là, il faut que je donne plus, il faut que je fasse plus, parce qu'il est fragile. » Vous avez entendu le rôle, parce qu'il est fragile, parce qu'il a besoin de plus. Mais en fait, on n'en sait rien. Peut-être qu'il a simplement, enfin l'enfant, je parle d'un cadre. Et donc, ils vont comparer les enfants entre eux. Celui-là, il est plus fragile, donc il a besoin de plus. Donc, je vais donner moins aux autres parce que lui, il a besoin de plus. Et une dernière possibilité, c'est que les parents, c'est une forme indirecte de la comparaison qui survient lorsque les parents veulent faire plaisir. Imaginez que vous êtes pareil, enfin, dans une scène familiale, tout le monde se réunit et puis la maman ou le papa disent « Ah, mais vous avez vu, Hugo a très très bien réussi son contrôle de maths, c'est super ce qu'il a fait, il a cartonné ». Les autres enfants qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont entendre? C'est encore de Hugo qu'on parle et pas de nous. C'est comme ça, on ne peut pas quand même faire tout le temps attention à tout et à tout et à tout et à tout, mais dans la mesure du possible, il faut penser toujours à avoir quelque chose pour les autres aussi. Lui, il a réussi ton contrôle, toi, tu as bien joué au foot, toi, tu as mangé tes frites, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour faire face à la rivalité fraternelle? Je m'arrête? Eh bien, d'accord. Bon, alors, première chose extrêmement importante, refuser de se sentir coupable. C'est pas notre faute. Parce que si on revient au tout début de ce que je vous ai dit, quand ils grandissent, les enfants se rendent bien compte de l'importance de la fratrie, tout ce que je vous ai raconté, les racines, la solidarité, le sentiment d'appartenance, on n'est pas seul au monde, c'est très important la famille. Donc, ce n'est pas de notre faute que eux, ils sont qu'ils sont en rivalité ou qu'ils sont jaloux. C'est comme ça, ce sont des phénomènes universels. Donc, pas de culpabilité. Juste avoir conscience de ces comportements et de ces possibilités de comparaison. Vraiment, si j'ai un message par rapport à vous qui me paraît important, mais je m'inclus là-dedans, c'est attention à la comparaison, elle vient extrêmement facilement. Faire de la prévention, ça veut dire quoi faire de la prévention? Eh bien, faire de la prévention, c'est accorder à chacun des enfants, quand c'est possible, un peu de temps. On appelle ça le temps de qualité seul, c'est-à-dire ne pas rester avec tout le monde en même temps, ce qui est très important pour qu'ils puissent se connaître, mais aussi garder des moments pour chacun d'entre eux, pour que cette relation privilégiée puisse se réactiver et que l'enfant puisse se sentir unique aux yeux de ses parents. Faire des choses ensemble, toujours dans la prévention, aider les frères et sœurs
à se connaître. En fait, plus on se connaît, plus on passe du temps ensemble, plus on voit que c'est pas si insupportable de l'avoir à côté. L'ambivalence reste, les coups en douce restent, et je peux vous raconter des tonnes de stratégies qu'ont les frères et sœurs à tous les âges à illustrer leur ambivalence, mais en faisant des activités communes, les frères et lorsque les parents pointent finalement la bonne entente, l'aspect sympathique de cette interaction, eh bien, ça aide les frères et sœurs à, encore une fois, à mieux contrôler leur rivalité. Et puis, si effectivement des conflits armés se mettent en place, dans ce cas, les règles de la famille tombent comme un coup près, les belligérants sont séparés, tout le monde se calme et on reprend la discussion après. Et je pense que je m'arrête là, juste au moment où j'allais vous parler de l'amour fraternel. Donc on va s'arrêter là-dessus.